Vous m'entendez bien? Je parle pas trop fort. Alors j'ai l'habitude de bouger, donc ça risque d'être compliqué pour vous, mais enfin bon. Merci beaucoup aux organisateurs, merci à Laurent, merci à nous autres pour ces 2 journées passionnantes. Je crois que c'était il y a 2 ans, Laurent m'avait demandé si j'étais intéressé à participer à une rencontre autour du scellage des traités. J'étais en train de me débattre avec un problème muséographique concernant justement ce traité de paix, cette ratification de la paix d'Amiens scellée du sceau d'or d'Henri VIII. Si j'ai le temps, je vous parlerai de ce dossier à la fin, mais qui est un dossier un peu compliqué de tradition muséographique qui mérite d'être déconstruite. Si j'ai vraiment le temps, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de vous en parler à la fin. Alors, les deux ratifications solennelles du traité de paix d'Amiens de 1527 sont à plus d'un titre des documents tout à fait exceptionnels. D'abord parce qu'ils sont les 2 seuls exemples d'un scellage en or pour les chancelleries françaises et anglaises qui nous soit parvenu dans un état complet. Le sceau d'or de Louis XII, conservé de nos jours au cabinet des médailles, qui forme le 3e exemple, si tant est de croire qu'il s'agisse bel et bien d'un sceau, est détaché de sa charte, en tout cas décontextualisé. Au-delà de l'exceptionnalité de leur scellage, les 2 diplômes s'inscrivent dans un contexte documentaire plus large et très bien documenté. Ils matérialisent à la fois un attachement à une longue tradition tout en proposant des nouveautés spectaculaires. C'est donc sous ce double aspect assez classique entre tradition et innovation que je vous invite à observer ce dossier. Alors, au titre du contexte géopolitique, je vais être assez bref, l'affaire est assez bien et très connue. Entre 1525 et 1527, l'Europe assiste à un renversement des alliances traditionnelles. Henri VIII, qui a besoin d'une entente avec la France au moment où il prépare son affrontement avec Rome pour divorcer de Catherine d'Aragon, tante de Charles Quint. Ce dernier empereur, en triomphant à Pavie, a humilié François Ier, qui doit, pour repartir à la conquête de l'Italie, s'assurer du soutien anglais. Par le traité de Westminster, signé le 30 avril 1527, les 2 rois se promettent une paix éternelle. Le 16 mai suivant, l'événement catastrophique du XVIe siècle, de ce début du XVIe siècle arrive, le sac de Rome, qui a un retentissement européen considérable, donne une nouvelle raison de solenniser les rapprochements franco-anglais. Une délégation anglaise est fastueusement reçue par François Ier à Amiens, où sont signés le 18 août des traités supplémentaires renforçant ces accords de Westminster et créant l'occasion d'un extraordinaire échange de chartes enluminées. À l'automne, une ambassade dépêchée à Londres remet à Henri VIII, en même temps que le collier de l'ordre de Saint-Michel, la ratification finale de la paix par François Ier. Henri VIII transmet en retour à son homologue anglais son investiture dans l'ordre de la Jarretière et une charte comparable, également scellée d'or. Ce serait faire injure à ces lieux que de rappeler les éléments structurant une ratification, et c'est sous votre contrôle qu'à dessein, je réduis le phénomène à la seule question du consentement, dans le cadre large des problématiques de formalisation imagée. Par une ratification, 2 autorités consentent, en y apposant leur marque, à accepter un contenu négocié par leurs représentants. Et si les ratifications mettent en jeu un échange en symétrie, le contenu du texte étant nécessairement identique, le parallélisme des formes n'affecte pas nécessairement la mise en scène de l'écrit lui-même, puisque ceux qui consentent en personne, ici Henri VIII et François Ier, peuvent jouer de manière plus ou moins virtuose avec les codes propres à leur tradition, à l'intérieur d'une formulation mue par la volonté de conférer un maximum de solennité à l'événement, voire de le distinguer fondamentalement. Pour ce faire, les 2 souverains s'impliquent pour dépasser les usages sigillaires dont les chancelleries demeurent tout au long du Moyen-Âge les gardiennes sourcilleuses. C'est ce qui explique, nous allons le voir, le maintien sur la longue durée de 2 traditions de la majesté sigillaire, 2 traditions d'un certain point de vue rompues en 1527, rupture, renouvelant et les modernisant dans l'immédiat pour l'un et avec un certain décalage pour l'autre, la représentation même d'un pouvoir royal de plus en plus personnalisé. Il en va aussi de la mise en scène de l'écrit lui-même et de la part prise par les différentes formes de représentation de cette même personne royale. Forme concentrée, si je puis dire, sur les actes solennels. Nous aborderons la question, selon nous, tout à fait centrale,
du recours au langage humaniste qui, en termes diplomatico-sigillaires, forme un sujet tout à fait passionnant, notamment sous l'angle de sa pénétration dans les contrées septentrionales à partir du modèle romain. Problématique du style qu'on a évoqué hier, qui n'a pas toujours eu l'attention qu'il mérite. Alors, je reviens en arrière, les deux ratifications se présentent sous l'aspect de cahiers de parchemin de dimensions comparables et dont le décor se concentre sur le premier folio. Ce folio est structuré de la même manière dans les deux cas. Le texte est encadré par une bordure ornée d'éléments végétaux, tandis que dans la partie basse se déploie une zone consacrée à l'emblématique. Vous voyez bien les images? Très bien. À l'emblématique. La seule différence visible entre les deux actes est la présence du portrait royal du roi de France, là où sur l'acte anglais, seule l'initiale du prénom Henri se distingue par son traitement ornementé. L'acte français est conservé à Kew, l'acte anglais est conservé à Paris, et vous voyez que les Français l'ont moins bien conservé que les Anglais. Le document a été souvent exposé, il a été victime visiblement d'un problème avec de l'eau, il a été abîmé, les éléments emblématiques ont été délavés, mais bon, il nous arrive dans cet état. Les deux ratifications sont scellées d'or massif, les sceaux pesant aux alentours de 500 grammes chacun, ce qui est considérable. Toutefois, leurs dimensions sont relativement éloignées. 90 mm fait le sceau d'Henri, 100 mm le sceau de François Ier. Ces deux sceaux étaient originellement appendus sur des fils de soie tressés d'or qui ont fini par céder. En réalité, les deux sceaux sont détachés et bien souvent présentés seuls. En matière sigillaire, le rôle conservateur des chancelleries explique la fixité des mises en scène d'une majesté inscrite dans des traditions fort anciennes. Entre les sceaux de majesté des premiers Capétiens et ceux gravés pour les rois de la période que nous étudions ici, la seule innovation importante réside en France. Réside en France dans la tenue de la main de justice à partir de Louis X. Donc vous avez ici le sceau de Louis IX et le sceau de Louis X. Vous voyez que le premier tient un fleuron et un sceptre, un long sceptre, tandis que Louis X tient la main de justice, c'est le premier. Donc c'est l'innovation du début du XIVe siècle. Puis dans la présence d'anges, relevant les courtines du dé royal à partir de Charles VIII. C'est l'autre innovation française. Tout le reste, jusqu'y compris la forme des sièges, qui dans la France des Valois connaissent des variations remarquables, ne modifie en rien le discours sur la majesté, ce qui revient à pointer, et c'est un peu mon obsession, l'importance fondamentale des graveurs de sceaux qui, par la seule modernité de leur style, rendent en apparence dissemblables les représentations identiques dans leur programme et leur intention. Au titre des traditions, dès le XIe siècle, les deux royaumes occidentaux dont les rois furent les premiers à accéder à la majesté sigillaire, en dehors bien sûr des empereurs, optèrent pour des choix représentationnels qui au départ les distinguent à peine, mais qui à l'issue d'une évolution parallèle aboutissent dès le XIIe siècle à deux mises en scène assez distinctes. Donc là vous avez cette espèce d'histoire en accéléré, je ne sais pas si c'est très lisible en fait, de ces représentations. Ces majestés se distinguent moins par la tenue des attributs, qui sont différents, mais à peu près de même nature, mis à part l'orbe des rois anglais, mais que par le type de siège. En effet, dès Édouard le Confesseur, le siège des rois d'Angleterre se présente à nous comme un banc à arcades de type impérial. Ce siège d'architecture prend progressivement une ampleur démesurée, jusqu'à adopter la forme fantastique du sceau de Brétigny que nous a montré Arnaud. De son côté, Henri Ier, pour la France, reprend le même type de siège que son homologue anglais, mais dès le second sceau de son fils, Philippe Ier, le siège sera désormais d'un type dit en X et à protomée. Donc vous voyez cette évolution, premier sceau avec une proximité assez grande, et puis progressivement donc cette création de deux traditions représentationnelles. Vous savez, tout au bout, vous reconnaissez le sceau de Brétigny, et juste en dessous le sceau de Jean le Bon, avec ce siège en X qui prend cette fois-ci la forme extraordinaire d'aigle, mais qui représente qui à l'origine est ce siège de cette forme. La représentation de la majesté anglaise devient architecturale, tandis que la majesté française, à partir du choix d'un siège pliable et donc transportable,
insiste, à partir du règne des derniers Capétiens directs, sur l'apparat textile et l'introduction d'un petit dais. En effet, de manière progressive, à partir du XIVe siècle, les représentations sigillées royales et régionales françaises mettent en scène de manière discrète ou surabondante le décor textile dans le cadre de la sacralisation du pouvoir royal. Le drap d'honneur, brodé d'or, tendu dans le dos d'un protagoniste, est un ornement d'origine byzantine, transporté en Italie au XIIIe siècle pour conférer un maximum de sacralité aux vierges d'un enfant. Il est un élément essentiel dans la problématique du dévoilement, de la théâtralisation de la figure royale, et se diffuse sur les sceaux à partir du règne de Charles VII. De ce point de vue, donc, Henri VIII et François Ier restent sagement à l'intérieur de leur tradition représentationnelle. Le roi anglais se tient assis sur un trône monumental, traduisant en langage renaissant le siège sur lequel il se tient sur son sceau de majesté courant, et qui, lui, est traité sur un mode gothique. Ce sceau est hérité de son père, tandis que François Ier n'innove pas non plus, puisque sa représentation se place dans une tradition qu'il ne renouvelle là aussi que par le style. Sceau courant qu'il tient lui aussi de son prédécesseur. C'est que les deux bulles rompent une pratique qui était en train de se mettre en place, tant en France qu'en Angleterre, à savoir le remploi des matrices. Car dans un souci de légitimation, les deux rois, dont l'advenu marque la promotion d'une branche cadette d'un côté, François Ier, ou l'affirmation d'une nouvelle dynastie de l'autre, Henri VIII, le remploi du sceau de son prédécesseur proclame d'une certaine manière la continuité monarchique. Ajoutons que dans le cas français, cette pratique qui connaît un certain nombre de précédents, on a vu ça pour les petites chancelleries, les sceaux des petites chancelleries, se poursuivra de manière chaotique jusque sous le règne d'Henri IV, où on a des remplois de matrices de manière épisodique. Ce sont des choses qui ont été étudiées par Solène de la Forêt, qui devra un jour publier son corpus des rois modernes. Alors la mise en scène de la personne royale dépasse bien évidemment la seule question des attributs et de la conception d'une majesté fixée dans un lieu par l'entremise d'un siège architectural ou susceptible par la seule installation d'un dais au-dessus d'un trône transportable de se manifester partout. Dans la tradition occidentale, la majesté se définit aussi par une stricte frontalité. Or, si Henri VIII est figuré de manière statique, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être là. Si donc le roi d'Angleterre est figuré de manière statique, surchargé d'attributs vestimentaires, affublé de cette énorme couronne, figé dans la liturgie royale, tout dans la composition gravée pour François Ier est en mouvement. Le roi lui-même, adoptant ce très étonnant trois quarts du visage, ne semble pas vouloir prendre la pose. Les deux lions se retournent et semblent grogner, tandis que les deux anges écartent de manière tout à fait acrobatique les courtines du dais, aidées dans cette tâche par deux angelots placés au-dessus de la campane, ou à côté de la campane. Nous assistons là à un dévoilement théâtralisé d'un roi par ailleurs identifiable par la représentation des traits de son visage, mais aussi par la volonté de le montrer dans la dynamique d'un corps. Voilà bien deux éléments de rupture. En France, en Angleterre et peut-être partout ailleurs, la fixité des représentations de la majesté, à l'intérieur même des traditions, empêche jusqu'au sceau d'or de François Ier de figurer le roi sous ses traits propres. Les rois des sceaux sont interchangeables et le réalisme modéré envisagé jadis par Yves Mettmann recouvre en réalité la définition de type établie à partir de modèles génériques. En France, tous les rois reprennent à partir de Louis X les traits génériques définis pour Louis IX, puis pour les représentations de Saint-Louis. Vous avez une tentative. Les traits de Saint-Louis, là vous avez le buste reliquaire de Saint-Louis, donc qui a été réalisé à la fin du XIIIe siècle par un orfèvre qui s'appelle Guillaume Julien, orfèvre qui est l'auteur de la matrice de Louis X. Donc c'est vraiment l'orfèvre qui est, par sa culture visuelle, le plus apte à représenter le roi, va être le responsable de la matrice voilà. Alors là, il y a aussi quelque chose de tout à fait intéressant à observer du côté des orfèvres. Je suis perdu. Alors, oui, selon le point de vue défendu par Michel Pastoureau, le portrait compris dans le sens moderne d'une représentation des traits naturels d'un personnage doit être considéré comme un élément ajouté à l'arsenal emblématique des personnes. Selon ce point de vue, l'emblématique personnelle au sens large, définit du prince une portraiture, si je puis dire, à facettes. En l'espèce ici, les deux ratifications,
les deux ratifications, doivent être comprises dans le cadre de ce qui définit ce type d'acte juridique, à savoir la manifestation de l'engagement personnel des princes. Et pour ce faire, elles convoquent et distribuent les différentes formes de portraits à leur disposition, avec un net avantage, chauvinisme pour le système français. François Ier est un roi en majesté de la tradition sigillaire, affichant de manière nouvelle les traits d'un visage et d'un corps couverts des attributs manifestant sa légitimité. Il est un roi symbolique, emblématisé par l'écu aux armes couronné du revers et du bas de l'acte. Celui-ci tenu par les deux anges, selon une tradition apparue à la fin du XIVe siècle. Il est un roi emblématisé par la promotion de l'emblème de sa lignée, la salamandre, que l'on voit de part et d'autre des anges. Il est un roi défini par son nom de baptême, bien lisible sur l'acte, et suivi de son numéro d'ordre sur le sceau. Et enfin, il est un roi de cour dans un corps d'homme sur la petite miniature. Cette miniature, attribuée à l'école de Cloué, occupe la place traditionnellement définie pour l'initiale ornée. Elle en est une sorte de prolongement figuré, une illustration au sens plein du terme. De ce point de vue, l'acte enluminé pour Henri VIII ne passe pas encore le pas du portrait au vif, mais présente tout de même les mêmes éléments, majesté, emblème étatique, emblème politique, la rose Tudor, le dragon gallois promu après la victoire d'Henri Tudor sur Richard III et dont Henri VIII raviva le contexte légendaire. Du côté de l'emblématique, les deux souverains restent aussi dans leurs traditions respectives. En France, le sceau de majesté rechigne tout au long du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime à introduire le moindre élément emblématique monarchique et a fortiori personnel sur les phases de majesté. Mis à part le trône aux fleurs de lys de Charles VI que nous a montré Arnaud, jusqu'à Charles VII, aucune majesté française ne s'embarrasse d'éléments relégués généralement au revers. Le choix anglais est très différent. La majesté anglaise, très bien, à partir du règne d'Édouard III, la majesté anglaise truffe les compositions d'éléments emblématiques, ce mouvement allant de pair avec l'hypertrophie architecturale que nous notions plus haut. Ces sortes d'altar scream, démultipliant les niches dans lesquelles une foule de personnages et d'écus viennent se loger. Là, vous avez donc l'altar scream de la cathédrale de Winchester qui reprend, alors la statuaire date de la reine Victoria, mais la structure architecturale reprend ces systèmes à niches, à registres tout à fait élaborés qu'on retrouve sur le sceau et dont Arnaud nous a parlé. Si Henri VIII porte le long sceptre fleuronné et le globe surmonté d'une grande croix d'orfèvrerie, sans parler de cette couronne fermée, nous y reviendrons, il est surprenant toutefois de noter que sur celui de François Ier, l'absence d'attributs de main, et c'est là que nous devons aborder une question technique. Ces marques d'or ne sont ni des sceaux ni des bulles. Il ne s'agit pas de sceaux puisqu'elles dérogent de manière principale à ce qui fonde la pratique sigillaire, à savoir sa sérialité matricielle. Ces sceaux sont uniques. Ils n'ont par ailleurs de la bulle que la nature métallique de leur matière. Ce faisant, ils ont été réalisés à partir d'un flanc d'or, fort épais, travaillé en taille directe par des orfèvres dont malheureusement nous ignorons l'identité. Or, si ces sceaux ça c'est difficile. Or, si le sceau d'Henri VIII offre un relief peu élevé, celui de François Ier est creusé de manière virtuose. Et comme pour le cas du sceau d'or de Louis XII, le roi tenait de toute évidence à l'origine au moins un sceptre ou la main de justice, réalisé à part et rapporté, comme l'indique le geste de la main gauche, fermée et forée. Je n'ai pas d'image du trou, en fait il est foré. Tandis que la main droite, posée sur le genou, tenait sans doute un sceptre court de fait de sa fragilité, ces éléments rapportés n'ont pas résisté au temps. Hormis ces éléments qu'il faut garder à l'esprit, malgré leur absence, la face du sceau d'or de François Ier, ou la face de majesté du sceau d'or de François Ier, ne présente aucun élément emblématique. En effet, malgré la surabondance d'étoffes qui l'entourent, pas la moindre fleur de lys ne vient enrichir la composition, alors que depuis Charles VII, l'étoffe fleur-de-lysée marque une étape importante dans la définition de l'apparat royal français. À la vérité, et de mon point de vue, on pourra en discuter, cette absence volontaire manifeste une rupture avec une tradition remontant au XVe siècle, est à mettre en relation avec le sceau d'Henri VIII. Ce dernier, supprimant lui aussi les armes royales au profit de l'écu à la rose Tudor. Cet écu, donc on voit sous lui donc cette rose en fait qui combine la rose Lancastre et la rose York. Ce choix déroge à la règle selon laquelle le souverain anglais présente sur la face de son sceau
l'écartelé de France et d'Angleterre, disposé ici sur la face armoriale. Je supprime revers depuis ce matin, sur la face armoriale. Il est fort probable que les lys, alors voilà mon hypothèse, aient été écartés de l'une et l'autre face afin de ne pas perturber le contexte de concorde et de paix dans lequel baigne le traité. Car si ce texte scelle une paix perpétuelle entre les deux royaumes, elle est aussi l'occasion de manifester, par l'usage de la rose, la fin définitive de la guerre civile en Angleterre. Supprimer les fleurs de lys sur les faces de majesté d'un côté comme de l'autre de la Manche, ajouter là la rose de l'Union, est sans doute une manière de tourner une des pages les plus longues de l'histoire belliqueuse de l'Europe. Ajoutons que ce voile de pudeur dissimule une âpre négociation, durant laquelle la France achète à prix d'or la renonciation anglaise à ses possessions continentales. Ce pas en avant de l'un vers l'autre se manifeste aussi car l'autre tradition qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on utilise ces ratifications remonte là aussi aux origines des sceaux royaux anglais et français. À partir d'Édouard le Confesseur, mais surtout de Guillaume de Normandie, le sceau royal anglais sera bifacial, une face de majesté, une face équestre. Tandis que le sceau anglais français n'aura dans un premier temps qu'une face, puis durant le mariage de Louis VII avec Aliénor d'Aquitaine, on aura deux, jusqu'à la séparation du couple et l'apparition du contresceau. Le contresceau étant une marque de diamètre moindre que la face. Le fait est qu'en 1527, les deux souverains font de ce point de vue un pas dans la direction de l'autre, et si les deux sceaux sont bifaciaux, Henri VIII renonce à l'expression équestre du revers, tandis que François Ier conserve l'écu aux armes du contresceau pour le placer sur un revers d'égale dimension. Les deux faces armoriales sont établies par ailleurs sur le même modèle. Les armes des souverains, timbrées d'une couronne fermée, entourées du collier de l'ordre, ici la jarretière, là Saint-Michel. Si une couronne à cintre apparaît sur le sceau de majesté d'Édouard IV pour devenir par la suite la forme classique de la couronne anglaise, c'est le sceau d'or de François Ier qui donne en France une présence officielle, ou du moins sigillaire, à ce type d'ornement, même si nous avons pu démontrer ailleurs qu'un sceau gravé une dizaine d'années plus tôt dans le cadre du prêche de la croisade en présentait déjà une. La question d'ailleurs de l'introduction de la couronne fermée en France semble dicter, comme nous l'avons évoqué pour ces matrices de la croisade, à la nécessaire pondération des dignités, c'est-à-dire pour contrer l'incongruité qu'aurait représenté un roi de France ceint d'une couronne simple, alors que le Tudor pouvait prétendre, par une tradition plus longue, à une couronne de type impérial. Relativement discrète sur la face du sceau de François, elle prend sur le revers, ici, son aspect général. Et de la même manière que les attributs anciennement tenus par le roi, la couronne du revers est malheureusement amputée d'une partie de ses éléments. Les extrémités des fleurons, alors peut-être que vous le voyez assez mal, mais étaient également rapportées et n'ont pas résisté au temps. D'ailleurs, la qualité d'une couronne profondément creusée, sans parler de l'extraordinaire virtuosité de la façon des maillons en forme de cordillère du collier de Saint-Michel, font de ce sceau une véritable merveille de ciselure. Alors maintenant, la question des légendes. Du côté des légendes, les deux marques distribuent de manière inversée, alors si on considère qu'il y a une face et un revers, finalement c'est peut-être une question dépassée maintenant, un élément de la tradition sigillaire, c'est-à-dire une nomination. Alors vous avez ici, donc, le graveur du sceau d'Henri VIII a contracté sur la face ce qui, dans la tradition anglaise, depuis le XIVe siècle, est présenté de manière identique des deux côtés. Ici, avec un nombre d'abréviations d'autant plus grand que l'image déborde largement l'espace de la légende, le fait que les trois entités contrôlées et revendiquées, Angleterre, France et Écosse, figurent selon la titulature que l'on retrouve de manière inchangée depuis le 4e sceau biface d'Édouard III, appendu sur un acte où l'on peut lire la formule 25e année de son règne en Angleterre, 12e année de son règne en France. Innovation importante, c'est sur la bulle de 1527 qu'apparaît pour la première fois sur un sceau le titre de Fidei Defensor, tandis que François Ier, sans doute pour faire bonne part, fait ajouter l'adjectif Christianitissimus. Ajoutons qu'alors qu'Henri VIII et ses successeurs maintiendront cet ajout sur leur sceau, les rois de France retournèrent à la formulation classique. Sur chacune des faces opposées est gravée une devise qui semble se répondre de manière piquante. Alors je propose une traduction. Tout est lié par ordre et persiste par traité, nous dit Henri VIII. François Ier dit lui-même, nombre de choses sont conservées par traité, certes, mais toutes le sont par la foi. Adressé aux défenseurs de la foi, peut-être qu'il y a peut-être une petite allusion.
amusante. Voici là une nouveauté. Les deux formulaires sont abandonnés au profit de devises consacrant le caractère exceptionnel et circonstancié des deux ratifications. À travers les éléments que nous venons d'énumérer, éléments tendus par la volonté de respecter deux traditions tout en proposant des rapprochements, implique selon toute évidence l'existence d'un programme. Pour rester au niveau le plus évident, il aurait été tout à fait inconcevable que l'un des souverains scellât en cire là où l'autre utilisa de l'or. Au-delà, le parallélisme des compositions, le souhait de ne pas heurter la sensibilité de l'autre en traitant sur le même mode la distribution des faces, la manière fine de traiter la question de la légende en imaginant une formulation plaçant en miroir le défenseur de la foi et le roi très chrétien, les devises qui semblent se répondre, le rejet des fleurs de lys sur le revers, indiquent dans le cadre d'une intense négociation diplomatique la volonté de ne pas heurter et très probablement une certaine part de collaboration, si ce n'est de renseignement mutuel sur les intentions du concurrent. Cette volonté n'empêche toutefois pas un affrontement par l'image, surtout lorsque l'on songe à l'énorme investissement idéologique et à l'intense promotion de leur personne que firent deux rois, inventant d'une certaine manière le culte de la personnalité au travers de la promotion de la figure du prince. Dans ce combat culturel, il semble que François Ier emporte une manche. En tout état de cause, c'est lui qui pousse le plus loin la modernisation de son image, ne serait-ce qu'en confiant à Clouet le soin de le portraiturer au vif, mais surtout en adoptant la même conception du corps dans l'espace, développée à la même époque par la manière héroïque de Michel-Ange. Le saut français est de ce point de vue plus moderne, et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une expression, la manière moderne, c'est une expression même du XVIe siècle, que celui d'Henri VIII. Celui-ci ne fait que transcrire en langage humaniste une proposition plus ancienne, du vocabulaire architectural romain tout y est, et dans de justes proportions, chapiteaux, colonnes, entablements, consoles, poutis, mais néanmoins l'image demeure dans le cadre d'une majesté de conception encore médiévale. Alors le dossier ne se limite pas aux deux ratifications des négociations amiénoises, abordèrent dans le cadre de la négociation de la paix un certain nombre de dispositions commerciales et religieuses qui donnaient elles aussi, lieu à des formalisations solennelles que les archives anglaises conservent précieusement. Le Trésor des Chartes ne conservera pas nécessairement leur pendant. Alors nous n'avons malheureusement pas le temps d'aborder l'ensemble de ces actes qui sont d'une richesse tout à fait extraordinaire. Permettez-moi cependant de vous présenter rapidement trois documents. Alors, trois documents, voici. Donc, aux Archives nationales, nous conservons une pré-rédaction de la ratification qui présente de manière assez simple, en plus de la grande initiale F ornée de deux visages, dans la tradition de la charte ornée de la chancellerie royale française, les armes timbrées d'une couronne à cintre et tenues par la salamandre, tandis que des rinceaux habités complètent la composition. Alors, ce travail de scribe enluminé, quelle que soit sa qualité, doit être considéré comme une sorte d'essai. En revanche, deux actes, le traité, alors deux autres ratifications du traité de paix, donc conservées à Londres. Vous voyez l'énorme logo National Archives. Propose deux autres formulations également ambitieuses. Sur la première, le grand F en forme de dragon, alors je crois que j'ai inversé les images, voilà. Le grand F en forme de dragon enluminé demeure là aussi dans la tradition de la chancellerie royale, malgré le fait qu'il soit colorié, enluminé. Le reste du décor introduit un élément de modernité tout à fait remarquable. En effet, les écus des deux royaumes encadre une allégorie de la paix perpétuelle, identifiée par une banderole qu'elle tient. C'est ça, ouais, qu'elle tient. Le reste du décor introduit un élément de monnaie tout à fait. Donc cette allégorie de la paix perpétuelle, identifiée par une banderole, présente une femme couronnée de chêne, tenant peut-être une branche de lys en bouton, peut-être un jonc, il faudrait essayer de comprendre, et se présente à nous dans la pureté de sa robe blanche et les pieds nus. Quant à la bordure, elle s'orne de grosses fleurs de lys formant un sommet assez malhabile, où l'on distingue peut-être, ça et là, des roses rouges et blanches, mais ça, peut-être une allusion, mais voilà, il faudrait creuser davantage. Un autre acte, une autre ratification,
Cette fois-ci, un acte concernant les affaires commerciales reprend le même en-tête allégorique, donc vous voyez toujours la même allégorie entre les 2 écus, dans un style peut-être plus moderne, plus fluide, tandis que l'écrit est enveloppé dans une extraordinaire bordure habitée d'animaux, d'inspiration franco-flamande, dit-on, tandis que le thème principal est illustré dans la partie inférieure par une scène bucolique montrant les bienfaits de la paix. Ces éléments ne sont qu'une partie d'un tout que nous n'avons pas le temps d'aborder. Donc moi je vois les images, mais vous pas. Alors, influence. L'importance de l'événement sur le cours de l'art diplomatique est particulièrement sensible lorsque l'on considère l'évolution des formalisations documentaires dans les années qui suivirent la signature de la paix de 27. D'un point de vue sigillaire, si François Ier continua tout au long de son existence à utiliser le sceau de majesté gravé pour Louis XII, qui était lui-même établi sur un modèle imaginé sous Charles VIII, Henri VIII changea le sien 2 fois, au profit d'une première solution, vous avez au centre, singulièrement rétrograde par rapport à, par rapport à la suite. Donc c'est pas vraiment rétrograde en fait, c'est oui, effectivement. Ouais. Oui. Donc ce sceau il va s'en servir dans les années 1530 et puis il optera à partir il optera une solution combinant le trône renaissant de son sceau par la suite dans les années 40, c'est le 3e que vous avez ici, le trône renaissant de son sceau avec une physionomie et des traits on ne peut plus reconnaissables. Désormais, les rois anglais des sceaux seront jusqu'à nous représentés par un portrait. Ce phénomène toucha la chancellerie royale française avec un faux décalage. Dès la mort de son père, Henri II continua à utiliser la matrice de ce dernier, donc celle de François Ier, qui était elle-même celle de Louis XII, le temps de la réalisation d'une nouvelle matrice, reprenant dans un style plus statique le type de la bulle d'or de 1527, avec les anges écartant la courtine du dé. Et ce type demeura en usage jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Du côté des actes, et singulièrement des actes de la chancellerie anglaise, la ratification française exerça une influence durable. Tout d'abord par la reprise, dès la ratification du traité de Paris relatif à la restitution de Boulogne en juillet 1946, du principe du portrait en médaillon, dépeignant le roi en habit de cour, mais aussi par la reprise de l'allégorie de la paix que vous voyez tout en haut, entre les 2 écus. Ajoutons que cette ratification est scellée du dernier sceau d'Henri VIII, c'est-à-dire ce sceau au portrait. Au-delà de ces citations directes, tout le décor doit se comprendre comme une affirmation de modernité humaniste, affirmation particulièrement appuyée par la présence de cariatides dont les piédestaux s'ornent de décors de grotesques précoces et dont le modèle s'inspire des décors élaborés à partir des années 1530 par l'équipe d'artistes italiens de Fontainebleau. Dès sa réalisation, d'ailleurs la galerie dite de François Ier connaîtra une renommée européenne, comme l'indique la relation qu'en fit l'ambassadeur anglais Henry Wallop à Henri VIII de la visite que lui fit François Ier du château en novembre 1540. L'acte tout entier reprend les codes de la bulle française de 1527, avec évidemment des aménagements. Lorsqu'Édouard VI et Henri II ratifient le traité de Bologne le 25 mai 1550, la chancellerie anglaise nous offre alors une extraordinaire variation sur le thème et puis une citation remarquable d'un de ces encadrements en cuir découpé inventés à Fontainebleau à l'époque du primatis. Les ratifications donc solennelles de 1527 manifestent l'importance l'importance nouvelle accordée à l'expression artistique dans un domaine longtemps dominé par des usages propres. Allons jusqu'à dire qu'elle manifeste de manière ample une esthétisation de ce même pouvoir. Elle invente une nouvelle forme d'expression de la puissance publique, d'instruments diplomatiques, les actes deviennent des œuvres d'art, ou plutôt, les arts sont convoqués pour parfaire l'image du prince. Si la charte scellée conserve les éléments qui la définissent, elle s'orne de bordures enluminées directement transférées de l'art du livre. Elle se modernise en se peuplant d'allégories, c'est-à-dire qu'elle introduit des concepts symboliques dans un univers dominé depuis des siècles par l'emblème. Quant aux sceaux d'or, ils s'inscrivent dans une tradition tout en se modernisant grâce à d'autres sources. La médaille, par exemple, lui fournit la devise littéraire, le portrait et le caractère bifacial. De l'art du portrait en miniature, illustré par Chloé en France, Oren Booth et Holbein en Angleterre, elle prend le portrait de cour. Et puis, du langage humaniste romain, elle se saisit là des ornements, ici de la conception de l'espace.
En somme, les deux ratifications miraculeusement conservées jusqu'à nous dans un état aussi complet témoignent de cet extraordinaire moment de transition. Elles forment une étape importante dans la mise en scène du pouvoir royal et ce qui était pensé comme exceptionnel et d'un certain point de vue inimitable, parce qu'échappant au caractère sériel de la pratique, eut cependant une influence décisive sur l'art sigillaire et l'art diplomatique lui-même, comme l'indique dès Henri VIII et Henri II les sceaux de majesté pensés sur le modèle de la bulle française. Je ne sais pas si j'ai une très mauvaise gestion de mon temps. Quelques minutes. Bon, alors je vais voilà, parler du petit problème postface du coffret. Alors, l'acte, la ratification anglaise, en fait, est un document très important par son scellage en or, par la préciosité de son enluminure, et il a fait l'objet en 1988, il a orné la couverture en fait de ce 15 siècles d'histoire, donc qui sont ces albums réguliers que les institutions publient juste avant Noël généralement, pour orner les tables de salon. Et c'est par là que j'avais commencé, parce que justement en pensant à cette rencontre, je m'étais dit on a là quelque chose de tout à fait extraordinaire, puisqu'on a le coffret en fait. Le coffret dans lequel l'acte anglais est conservé. Et j'avais commencé, vous savez comme on est, à envisager un cérémonial. Je voyais les anneaux sur les côtés, le passage de brancard. Enfin, moi, j'étais un peu presque chez Ivanhoe, en fait. Il y avait quelque chose d'un peu excessif. Et puis ce coffret, en fait, je l'ai montré à un ami antiquaire qui me dit que ton coffret n'est pas terrible. Enfin, c'est un coffret intéressant, c'est un beau coffret, mais c'est d'abord, ça a l'air tout à fait français. Et puis, voilà, on en connaît plein d'autres exemplaires. Alors effectivement, j'ai cherché dans toutes les collections d'objets d'art, on a des coffrets de ce type. Alors, bon, ce sont des beaux coffrets, effectivement, c'est du métal ciselé, cloué sur une âme en bois, etc. Et puis, effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est-à-dire que l'acte était rentré bien dans le coffret, mais en fait, il se baladait un peu, il n'y avait pas de logement pour la bulle, c'était un peu compliqué. Et puis, alors un détail, voilà. Alors ça, c'est la notice dans laquelle Favier nous explique alors deux choses. Peut-être je reviendrai aussi sur la deuxième. Donc, voilà, on avait la chance de conserver ce coffret. Et puis, je me suis rendu compte récemment, en regardant l'objet de plus près, que dans son système de serrure assez compliqué, c'est des serrures à rame-rayon. Enfin, voilà, c'est il y a un petit secret pour débloquer la serrure. En fait, était figuré un écu. Et un écu, pour le coup, qui n'avait rien de royal, en fait, qui paraissait un peu incongru dans le cadre de ce que j'avais imaginé d'un transport d'un acte depuis Londres jusqu'à Paris, dans ce coffret, etc. Et je dois dire que cet écu, en fait, m'a perturbé. Et c'est là que, alors là, élément de modernité remarquable, Facebook était là. Et donc, sur le groupe, c'est le groupe héraldique française, je ne sais plus. Bref, ces groupes, on est beaucoup, et de temps en temps, quand on sèche, on met quelque chose qu'on ne comprend pas. Et Dominique Delgrange, qui est un garçon extrêmement vif, a identifié ce blason comme étant peut-être celui d'un membre de la famille Fumé. Alors, effectivement, alors le blason du coffret est assez, voilà, c'est des matières difficiles à travailler, à ciseler, et donc j'avais un doute sur ce qui s'avère être des besants, mais qui sont plus ou moins ornementés. Or, en fait, cet Adam Fumé, en fait, un des Fumé, Adam, a été garde des Sceaux en France entre 1479 et 1482, et puis entre 92 et 94. Ce qui permet d'une part de remonter la datation du coffret et surtout d'empêcher en fait la combinaison des deux. Enfin, ça paraîtrait tout à fait étonnant. Et c'est là qu'on rentre en fait dans la fabrication des légendes muséographiques. C'est-à-dire que quand on observe dans l'inventaire du musée la description du sceau, on nous dit qu'il provient du Trésor des Charges en 1845, et en 1884, on nous dit qu'il contenait le traité. Entre les deux, il y a le musée des documents, le musée d'histoire de France, dans lequel, sans doute sous Napoléon III, on a associé les deux éléments pour créer en fait un ensemble muséographique, historiciste. Voilà. Et alors, les traditions à la vie longue, et ce sceau est resté jusqu'à la jaquette de 88, présentée avec le traité. Or, il apparaît que ce sont vraiment deux choses totalement différentes. Il me reste encore 2 minutes. Ouais, j'y vais.
Attention, parce que ça, il faut pas me, il faut pas me, il faut pas me. Alors, par ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, alors ça, c'est un autre élément hein, vraiment très, très étrange, c'est que dans la notice de ce catalogue, Jean Favier fait un aveu extraordinaire. C'est qu'il nous dit que la bulle a été perdue et remplacée par une copie en or. Et il précise réalisée à partir d'une matrice conservée à Londres. Alors, il n'y a rien qui va là-dedans, ça ne marche pas. Je vous ai montré que cette bulle était une bulle en or massif. Très lourde et qu'elle a été réalisée in extenso, il n'y a pas de matrice, c'est vraiment un objet d'orfèvrerie. Donc une matrice conservée à Londres, ça paraissait étrange. Et puis une copie en or, j'imaginais quand même, certes les archives étaient peut-être plus riches à l'époque, mais enfin 480 grammes d'or, ça fait quand même une belle somme en fait. Ça fait quand même une belle somme. Et alors, à la vérité, justement, il semblerait, lorsqu'on a essayé de comprendre avec ma collègue du musée, qu'au fond, à un moment donné, la bulle s'est détachée de l'acte. On l'a sans doute conservée à part dans un coffre parce qu'elle représentait beaucoup d'argent. Et on a perdu en fait peut-être la mémoire. En fait, les archives ont une mémoire immédiate, une mémoire de poisson rouge. En fait, on oublie assez vite ce qu'on a fait la veille. Et ça a créé à nouveau une espèce de fausse légende en fait véhiculée par Favier, selon laquelle cette bulle était perdue. Alors évidemment, une copie en or aurait le même poids que l'original, puisque c'est la même matière. Or, dans la boîte de l'armoire de fer, en fait, il y a deux copies. Enfin, il y a une bulle, celle-ci très lourde, et une autre bulle en bronze doré, évidente, qui est la copie. Et alors, le détail, alors ça, j'ai pas réussi à prendre la photo sur mon téléphone, mais le détail important, c'est que sur cette bulle la plus lourde, et qui était censée être une copie, en fait, la bulle a été forée de part en part. C'est-à-dire que le moulage ne reproduit pas le canal, en fait, foré, c'est impossible, il aurait été bouché. Et donc, en fait, le forage de la bulle indique bien l'endroit où passaient les lains. Donc ça, c'est un élément supplémentaire. Alors ce qui est terrible en fait, c'est qu'en 2015, dans le catalogue de l'exposition François Ier, avec Michel Bamenet, nous avons publié la bulle de François Ier et on a loué ses qualités extraordinaires. Et alors on a rejeté d'un revers de main méprisant en fait la bulle d'Henri VIII en considérant que c'était une copie. Alors, de manière tout à fait docte. Hein. On ne peut pas étudier ça, c'est affreux, c'est une copie. Et en fait, maintenant qu'on sait que c'est probablement l'original, l'objet apparaît absolument merveilleux. C'est-à-dire qu'il a une gravure superbe, il a des détails de ciselure. Voilà. Il y a aussi ce point de vue qui est assez amusant. Donc voilà ce que je veux vous dire. Donc voilà, quelque chose d'exceptionnel qui crée une nouvelle tradition, qui rompt en maintenant des éléments, et puis des traditions muséographiques qui perdurent et qu'il faut, là, de ce point de vue-là, un peu déconstruire pour arriver à être au plus près de la vérité. Voilà, je vous remercie. Bien, bien. Merci pour cet exposé très savant et très illustré qui nous fait passer du Moyen-Âge à la modernité. Donc, c'est parfait pour l'après-midi. Merci. Alors, on a quasiment rattrapé le retard initial de la matinée. Donc, on a 5 minutes de questions, si vous voulez. Alors, involontaire. Ah, j'en ai 2, c'est bien. Bah, c'est plus une constatation. C'est vrai que j'étais très étonné quand je suis arrivé sur la collection parce qu'il y avait tous ces traités anglais avec le XVIe siècle, et c'était très discontinu par rapport à l'histoire politique, notamment celui de 1527, il n'y est pas. Et en fait, tout ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est joli, c'est resté au trésor des chartes, et que tout ce qui a été prélevé, y compris des pièces constitutives, hein, donc on a des originaux, par exemple des lettres patentes ordonnant le serment pour la paix de Boulogne, donc a priori de documents qui existent en une seule version, ont été prélevés, et parce que je pense qu'il y a une question là peut-être paléo-muséographique, je ne sais pas. En tout cas, on a vraiment l'impression que tout ce qui était ornementé, peint, a fortiori les marques en or sont restées au trésor des chartes. Peut-être qu'il y a eu là, sur le moment, quand les envoyés de Torcy sont arrivés, il y a eu un petit peu d'échange dur. Ou alors peut-être qu'on les a fourrés en hâte dans le coffret d'Adam Fumé pour les dissimuler, parce que le coffret a peut-être pas été fabriqué pour, mais peut-être que l'acte a été conservé dedans. Donc oui, effectivement, oui, c'est peut-être l'argument de esthétique, de la beauté des actes qui fait qu'on les laisse là où ils sont, et on prend que les, je sais pas. Oui, parce que vraiment, sur le même traité, on a vraiment des pièces qui sont restées au trésor des chartes et d'autres qui sont parties. Parce qu'ici, vous n'avez que des choses moches, c'est ça? Après, on s'est rattrapé. Oui, et effectivement, pour compléter, c'est quelque chose qu'on observe sur
pas mal de dossiers antérieurs à la création de la collection des traités, eh bien, quasiment systématiquement pour les traités anciens, on n'a pas tout le dossier qui a été prélevé, on a seulement une partie des pièces. Et donc, c'est éclaté entre l'auteur des chartes et nous maintenant. Donc, c'est pas forcément très pratique. C'est Mais... d'autant plus étonnant dans ce cas, c'est que ce traité est fondamental. Enfin, je veux dire, c'est quand même le traité qui va sceller une vingtaine d'années de paix réelle, en fait, avant que Henri VIII ne change d'avis. Mais enfin, c'est vraiment un document essentiel, en fait. C'est vraiment même, ça préfigure l'entente cordiale. Enfin, on y est quasiment. Hein. Donc, ouais, il y a peut-être cet argument esthétique, effectivement. Merci Clément pour ce magnifique exposé. Alors, je me permets de revenir sur un tout petit détail. La robe de François Ier est pointillée de fleurs de lys. Donc, il faudra le regarder de près. Tu as été trahi par la version numérique sur laquelle on peut zoomer. Et donc, à regarder. Mais donc, ça, il y a ce point de détail. C'est de façon plus, avec plus de perspective. Quel lien tu fais entre cette création et la dite bulle d'or de Louis XII, qui n'est pas réellement une bulle d'or, et comment tu inscris dans la durée, justement, parce que c'est une innovation totale, je pense, pour Louis XII. Est-ce que François Ier s'inscrit dans la continuité? Est-ce qu'en Angleterre, on avait déjà pratiqué du scellage en or avant Henri VIII? Et dernière question pour que tu puisses englober tout dans la réponse. Comment on pourrait réinscrire cette pratique par rapport aux boîtes à seaux? Parce que je me demande, il semblerait que sans doute que la dite bulle d'or de Louis XII est peut-être, d'après Denain, pu conserver un seau, mais je n'ai pas vu, je ne l'ai pas ouverte, je ne sais pas si elle avait la possibilité effectivement de contenir un seau. Mais il y a peut-être quand même une solution de relation. Alors, je montrerai tout à l'heure des boîtes à seaux orfévrées du XVe siècle. Donc, on en fabrique depuis longtemps des boîtes à seaux orfévrées, qui sont toujours singulières d'ailleurs, qui ne sont pas la reproduction exacte du seau. Donc, on a déjà cette idée d'un décalage entre cet objet particulier et le seau, dont il n'est pas une reproduction fidèle. Donc, voilà. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une solution de continuité entre des boîtes à seaux et puis ce seau d'or? Le petit article de Michel Denain. Moi, je ne suis absolument pas convaincu parce que les arguments qu'elle propose, qui sont des arguments alors positifs, hein, des trous, des éléments, on dit que c'est une boîte. Ben, on n'en a pas. Il faudrait vraiment voir l'objet, l'ouvrir, voir si effectivement. Parce que la question du contenu, du contenant qui se répondrait, la boîte serait exactement l'imitation de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, quand on a des boîtes, soit elles sont neutres, hein, parce que c'est des boîtes de protection, soit effectivement elles sont ornementées, mais elles ne représentent pas exactement la même chose. Enfin, je sais pas, voilà. Donc ça, et par ailleurs, cette bulle de Louis XII, en plus c'est une bulle d'autant plus extraordinaire qu'effectivement elle est émaillée. Hein, non seulement elle est en or, mais en plus elle est émaillée. Et c'est vraiment une bulle dans la mesure où là, on a vraiment deux parties en or en fait qui sont maintenues. Parce que là, on a vraiment des objets qui sont pleins. Ils sont pleins. Je sais que Jean-Luc est très étonné que cette bulle fasse 480 grammes d'or, mais on l'a pesé, c'est ça, hein, c'est vraiment, c'est colossal. Mais ça n'a pas tenu. Parce que alors c'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien ce que moi, j'aime beaucoup, moi, c'est la question du bricolage. En fait, c'est que malgré tout, il y a une forme de bricolage, c'est-à-dire qu'on va percer, parce que on ne sait pas faire en fait, cette idée un peu étonnante hein, d'en mettre plein la vue, parce que c'est ça, on va en mettre plein la vue à l'autre, on va lui faire une bulle en or énorme, et on est obligé de la fourrer en fait, faire passer un fil, faire un nœud, enfin c'est assez un côté bricolage. Alors pour en Angleterre, il y a des seaux en cire qui s'appellent les golden bulls, en fait ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Il y a des seaux de cire qui se disent, qui s'intitulent bulle d'or en fait, enfin en tout cas chez Wyon. Mais ça, j'ai pas creusé davantage. Non, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Alors peut-être qu'il y a une petite tradition liée à Louis XII, à Jérusalem. Voilà, c'est le dossier. Mais là, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment deux éléments qui veulent absolument rompre en fait la tradition, y compris de la bulle impériale. Il y a très peu d'or dans les bulles impériales. Là, c'est vraiment massif. Il y a vraiment un investissement à tous égards dans ces objets. Et je crois que justement ce caractère absolument unique, c'est ce qui les définit. Et alors, juste un truc, j'ai pensé ce matin dans le RER, je me suis dit, en fait, oui, parce que quand les historiens là étudient la question des transferts artistiques, tu sais, c'est le nouveau mot pour parler d'influence. En fait.
Donc on parle de transfert artistique. Là, en l'occurrence, l'acte français est conservé à Londres, en fait. Donc on l'a sous les yeux. C'est-à-dire qu'on peut le regarder, s'en inspirer. C'est mon avis, c'est ce qui explique en fait le fait qu'on s'en inspire pas. C'est qu'on en propose une transcription, une modernisation. Enfin, tu vois, on s'adapte vraiment. Et je suis persuadé que Henri VIII a dû être très fâché en fait de voir arriver la bulle française aussi belle, aussi moderne en fait. Donc c'est cet aspect-là. Donc, ça n'est un saut que par fonction, parce que ça n'est pas par nature, et ce n'est ni une bulle, ni. C'est une œuvre d'art. En fin de compte, c'est une médaille. Une médaille, parce qu'une médaille, c'est frappé. C'est frappé. Oui, Donc, donc, c'est un bijou. C'est une œuvre d'art. Je pense que c'est le bijou d'orfèvrerie. Et donc, là, je n'avais pas compris ça quand on parlait. Il y a des éléments qui sont rapportés. Alors, sur la bulle de François Ier, qui est extraordinaire, parce que j'ai eu l'occasion de la voir, qui sont, le sceptre, en fait, a disparu, mais sur le sceptre de la bulle, enfin, de la dite bulle de Louis XII, effectivement, voilà, mais sur là, la main fermée est forée. Donc, on mettait un sceptre ou un élément qui a disparu. Et le détail va juste, parce que le moulage, en fait, rend très, très mal, en fait, l'extraordinaire qualité de cette pièce, hein, c'est que, par exemple, la couronne est totalement creusée, en fait. C'est-à-dire qu'elle est vraiment en relief complet, vraiment détachée, elle est C'est un joyau. C'est un joyau, et les petits... Il manque quelques perles, c'est ça. quelques pierrailles. Et je pense que là, en fait, dans cette espèce de débauche de virtuosité, il y a quelque chose. Et alors, chose aussi extraordinaire, c'est que quand on regarde les dates, en fait, cette affaire est conclue en quelques mois. En fait, tout cet apparat, ces actes enluminés nécessitent des équipes. En fait, je veux dire, il faut produire ça en quelques mois. En fait, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines même entre la paix est signée au printemps, la ratification arrive en octobre. Donc en fait, là, il y a aussi une mise en œuvre en fait, d'équipes, d'orfèvres, d'enlumineurs, et on ne sait rien. Alors ça, c'est effrayant, on ne sait rien. De mon point de vue, ça ne peut pas être français. Enfin, ça me paraît difficile d'envisager ça. Ouais, je ne sais pas. Alors, après tout, bon, en même temps, après, il y a quelque chose, c'est que la culturation des formes italiennes Renaissance, en fait, elle se fait davantage sur les objets d'orfèvrerie que en architecture, par exemple. Justement, pour des raisons pratiques, comme tu disais, on ne peut pas avoir commandé. Ah non, mais les artistes italiens sont à Paris à ce moment-là. Ah oui, Fontainebleau. Alors à Fontainebleau, ils arrivent, non justement, à Fontainebleau, ils arrivent 2 ou 3 ans après, dans les années 30 en fait. Donc là, on est en 27, donc en fait, là, 27, c'est vraiment un moment compliqué pour François Ier. Il revient de Madrid, enfin bon, c'est compliqué. Et donc il n'y a pas tout à fait des équipes. Mais en fait, en même temps, voilà, et là forcément, il y a un orfèvre extraordinaire qui travaille en dehors des... Ouais, voilà, bon, enfin voilà, c'était... Peut-être qu'on n'a pas assez cherché. Il n'y a pas point de son, non, il n'y a pas de point de son. Il n'y a pas de poinçon. Et alors, j'ai un élément aussi extraordinaire, c'est qu'il y a vraiment quasiment la bordure est faite d'un ornement. On dirait un ornement Louis XVI en fait. Il y a des entrelacs avec des piastres extraordinaires qui fait le tour. J'ai pas montré d'image, qui est pas souvent reproduit. Parce que c'est un seau qui est très épais, en fait. Il fait 1 centimètre d'épaisseur. C'est quelque chose de... Alors, on nous a interdit de le peser. Non, c'est la bulle anglaise qui fait 400... Mais les Anglais nous ont empêché de peser la bulle quand elle est venue à l'ABN. On n'a pas eu le droit d'apporter notre petite balance, ils ne voulaient pas. Enfin bon, ils sont perfides. Ils sont perfides. Voilà. Là, je crois que j'ai dû dépasser. Oui, bien, merci. Alors, du coup, la matinée s'achève, donc je vais inviter les personnes qui n'ont pas visité le dépôt des traités hier à bien vouloir suivre Gabriel Poisson pour faire une petite visite. Les autres peuvent visiter l'exposition au rez-de-chaussée en dessous, où vous pourrez voir quelques documents scellés ou cachetés du début du XIXe siècle. Et nous nous retrouvons tous vers 12h30 pour le buffet déjeunatoire. Merci.